merci à mes élèves qui sont là, très nombreux, ainsi que les invités qui sont là et qui ont accueilli l'invitation pour réfléchir ensemble sur certains sujets qui, à notre avis, sont très importants et aussi urgents sur la fonction des musées au XXIe siècle. Là, en présentiel, Andrea Schiappelli du parc archéologique du Colisée et Carlo Tamanini du MART de Rovereto, et en distanciel de Montréal et de Paris de Annick Meunier et Jacqueline Edelman. Le sujet de notre discussion aujourd'hui porte sur le rôle du musée contemporain et donc la promotion de valeurs. Et voilà, c'est un sujet vraiment actuel. Les personnes qui vont aborder ce sujet sur un plan méthodologique, des expériences, des bonnes pratiques, des stratégies. Et ce sont des experts dans ce secteur et au fil des années se sont distingués pour leur sensibilité vis-à-vis de ce que j'aime définir le rôle politique et pédagogique du musée. Et donc, penser le musée en tant que lieu où on peut tester, transmettre des valeurs, eh bien, maintenant, c'est une urgence. Et face aux défis contemporains et donc toute la partie environnementale sur un plan aussi social et économique, et aussi la relation avec d'autres cultures, une mondialisation qui n'est pas toujours simple à comprendre, et aussi d'autres sujets qui concernent la relation entre culture et société. Dans ce contexte, dans ce scénario aussi complexe, reconnaître le rôle central du musée par rapport à la promotion d'une prise de conscience civique et d'un sens de responsabilité sur le bien commun est tout à fait essentiel à mon avis. Alors voilà, après cette introduction, je vais tout de suite présenter ce panel. Il y aura 4 interventions de nos invités qui vont présenter en fonction de leur expérience, mais aussi en fonction et sur la base des réflexions qu'ils ont acquises et vécues au fil du temps sur ces sujets. Et bien voilà, ils et elles vont présenter leur point de vue, leur perspective, et par la suite, on aura aussi la possibilité d'avoir une discussion finale tous ensemble pour exprimer un peu nos différentes perspectives et donc voilà la discussion finale de ces 3 journées de travail. Beaucoup de personnes qui, avec des rôles, des casquettes différentes, sont particulièrement engagées sur le plan de la didactique de l'éducation du musée et conservation du patrimoine. Alors, tout d'abord, je vais donner tout de suite la parole à Jacqueline Eidelman, qui est connectée de Paris, conservatrice générale du patrimoine en France. Elle coordonne en ce moment un rôle de grande responsabilité, le pôle du musée du terrorisme en France, une grande activité, et Jacqueline va nous présenter son activité et le musée. Jacqueline a une très grande expérience
dans le contact avec le public, des mandats très importants en France, notamment au sein de la Direction générale du patrimoine et aussi en tant que chef de responsable de la mission Musée 21e siècle en France. Elle est aussi professeure à l'école du Louvre et donc aussi bien au master et aussi membre du comité de rédaction de la revue Culture et Musée. Bonsoir Jacqueline, merci pour être là. Je vais te donner tout de suite la parole. On va t'écouter avec grand plaisir et intérêt. Merci beaucoup. Allô, allô. Est-ce que, Irène, m'entends-tu? Donc, je peux y aller. On a un autre souci qui est celui de ma présentation. On n'a pas réussi à l'installer. Irène, peut-être peux-tu en disposer et la faire défiler depuis Rome? Bon, sinon... on va faire sans, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation, Irène. Merci de me laisser participer à cette 4e session du colloque. Je vais en effet parler d'une aventure dans laquelle je viens de me lancer, qui est la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme, qui devrait ouvrir à Paris en 2027. Nous venons d'inaugurer aujourd'hui le site internet de la mission, dont vous allez pouvoir le consulter, musée-mémorial-terrorisme.fr. Et en le consultant, ça va vous éviter aussi de m'entendre vous résumer l'ensemble des contenus que nous préparons en vue de cette ouverture en 2027. Ce musée mémorial du terrorisme est présidé par un historien qui s'appelle Henri Rousseau, et il a réuni autour de lui une petite équipe qui est censée remettre ce qu'on appelle en France un projet scientifique et culturel d'ici le mois de février. Et donc, je vais vous peut-être donner quelques lignes s'agissant de la politique des publics et notamment s'agissant de ce que nous avons en tête concernant le public adolescent, préadolescent et adolescent. Musée mémorial, je ne sais pas si cette expression est très utilisée en Italie, mais en tout cas en France elle l'est très peu. Je crois même que nous allons être les premiers à l'utiliser, et pourtant ailleurs dans le monde des établissements s'intitulent désormais musée mémorial, qu'ils soient consacrés aux commémorations d'attentats terroristes ou à tout autre sujet. Du reste, avec Annick Meunier, que vous allez entendre après moi, et Mathias Blanc, nous avons organisé cette année à l'École du Louvre un séminaire au niveau du doctorat qui traite de ces musées mémoriaux. En tout cas, en ce qui concerne le nôtre, et donc on pourrait dire que ce musée mémorial relève de la catégorie relativement récente, du moins en France, des musées d'histoire et de société. Ce musée mémorial questionne l'histoire du temps présent et sa patrimonialisation, et il s'attache à explorer les relations entre histoire, mémoire sociale et mémoire individuelle. Effectivement, sa philosophie d'action s'inscrit dans la continuité des conclusions du rapport de la mission Musée du XXIe siècle que j'ai eu l'honneur de coordonner. Et j'en rappellerai notamment 3 axes.
Une première idée est celle que le musée au XXIe siècle doit être un musée humaniste. Je reprends ici le terme qu'emploie Nathalie Bondil, qui était jusqu'à récemment directrice du musée des Beaux-Arts de Montréal et qui vient de rejoindre à Paris l'Institut du monde arabe. Bref, musée humaniste, c'est-à-dire une maison commune, un service public culturel de proximité et un espace public de création et de débat. Donc voilà tout ce que renferme cette idée de musée humaniste. Deuxième idée, le musée du XXIe siècle est un musée protéiforme, c'est-à-dire qu'il est vivant, c'est-à-dire vraiment ancré dans le temps présent. Il est à la fois pertinent et impertinent, c'est-à-dire qu'en fait c'est un musée de point de vue, et il est sans fin. Sans fin, ça veut dire à la fois sa visite commence bien avant et se termine bien après le moment où le visiteur est présent au musée, mais également sa visite se fait in situ entre les murs du musée, hors de ces murs, et de manière aussi dématérialisée, donc on est sur un musée à 360 degrés. Une troisième idée portée par ce rapport de la mission musée du XXIe siècle est celle d'un musée inclusif et collaboratif. Autrement dit, on est passé de l'idée de transmission et de transmission verticale, ou même de l'idée de médiation à l'idée de conversation. Le musée du XXIe siècle est un musée conversationnel. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, c'est une plateforme de potentialité, c'est-à-dire que c'est une plateforme de potentialité pour les visiteurs, à eux d'y accomplir, s'ils le souhaitent, un projet culturel. En quelque sorte, le visiteur est même coproducteur de la culture. Et puis, c'est également une inclusion au niveau de la gouvernance de l'établissement, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le musée comme une coopérative, c'est-à-dire une gouvernance qui est partagée par l'ensemble des acteurs qui font marcher le musée, et donc y compris les visiteurs. Comment on traduit ça, comment on a envie de traduire ça au musée mémorial du terrorisme? Autrement dit, quelle politique des publics a-t-on en tête? Alors, évidemment, c'est un musée qui va s'adresser à tous les publics, pas seulement à toutes les victimes d'actes terroristes, mais à tous les publics. C'est un musée qui met en avant un socle de valeurs et qui fait écho, ce socle de valeurs, à l'idée de musée humaniste notamment. Donc c'est un musée dominé par l'hospitalité, l'empathie, l'inclusion, la transmission, le partage, la co-construction. C'est un lieu de bienveillance et d'attention portée aux autres, un lieu de partage et de transmission, comme je l'ai dit, mais qui concerne également tous les domaines du vivre ensemble. C'est un lieu thérapeute aussi. C'est l'idée aussi que les publics sont acteurs, pas simplement acteurs de leur visite, mais vraiment acteurs de l'offre culturelle, de l'offre muséale. Parmi ces publics, ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est que les préadolescents et les adolescents constituent un public clé. L'idée est que, quel que soit le contexte de leur visite, que ce soit un contexte familial, amical ou scolaire, qu'ils s'y rendent physiquement ou virtuellement via le site internet, le musée mémorial sera pour eux un lieu de ressources pédagogiques, certes, un lieu de formation au jugement critique, mais également un lieu de construction de soi, de consolidation des liens sociaux et d'ouverture aux autres. Des studios labs leur permettront de développer des projets individuels et collectifs, et ils pourront également prendre part à la vie du musée mémorial en participant à des comités d'usagers, en devenant membre de la communauté du musée mémorial, voire en tenant un rôle d'ambassadeur. Mais c'est aussi pour nous l'idée qu'ils participent aux expositions, à la conception des expositions, qu'ils deviennent en quelque sorte des co-commissaires d'exposition. Et c'est là, je vais vous dire
un peu plus longuement ce que nous entendons par là et une première expérimentation que nous sommes en train de mener. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une exposition co-construite ou une exposition où le commissariat est partagé entre différentes catégories d'acteurs? Dans notre cas, là, c'est une exposition co-conçue, co-produite par les visiteurs et les professionnels du musée. Depuis quelques années, en effet, cette idée de co-construction des expositions s'est développée partout dans le monde et même en France, même si on est les derniers à faire les choses la plupart du temps. Ça s'appelle accrochage participatif ou exposition collaborative. On en a vu au musée d'art et d'histoire de La Rochelle, on en a vu au musée Sainte-Croix de Poitiers, des Beaux-Arts à Rouen ou au Muséum de Toulouse. Et puis on en a vu beaucoup s'agissant des scolaires au MUSEM de Marseille. Je pense que vous connaissez tous cet établissement, qui depuis 3 ans déjà, chaque année, développe une exposition en partenariat avec des collèges marseillais. Nous, comment ça se traduit? Ça se traduit par l'idée d'une exposition qu'on est en train de co-construire, qui prendra une forme numérique, évolutive et qui sera itinérante. Elle sera donc consacrée à un sujet sensible et à forte charge émotionnelle. C'est une coopération avec le ministère de l'Éducation nationale. Pour l'instant, ça ne concerne que ce qu'on appelle l'Île-de-France, c'est-à-dire la région autour de Paris et sa région. On a 8 établissements scolaires qui participent à cette expérimentation, des collèges, des lycées, au total 14 classes, c'est-à-dire environ 300 élèves. Tout ça se fait sous la conduite de leurs enseignants, mais des enseignants de toutes les disciplines et des enseignants qui sont en train de repenser, ou plutôt de s'ajuster à une refonte des programmes des disciplines, et notamment en histoire ou en sciences politiques, mais également ce qu'on appelle les parcours transversaux qui maintenant aussi organisent la scolarité des collégiens et des lycéens, et en particulier un parcours qui s'appelle éducation artistique et culturelle, un autre qui s'appelle formation du citoyen et un autre qui s'appelle avenir, et donc qui projette les étudiants dans les métiers qu'ils pourraient éventuellement faire à la sortie des études. Peut-être une singularité aussi de ce projet, c'est qu'il se fait en partenariat avec l'École du Louvre et notamment le Master 2 médiation, et qu'enfin, il est accompagné d'un suivi évaluatif dont on a confié la réalisation à un laboratoire de sociologie de l'Université Paris-Descartes et du CNRS. Au total, on a donc 4 partenaires. Le musée mémorial, pour lequel cette exposition collaborative constitue un projet pilote pour sa politique en direction des publics scolaires. L'éducation nationale, qui souhaite qu'on parle du questionnement des élèves pour traiter la question du terrorisme, qui attend du musée mémorial qu'il fournisse des ressources pour les enseignants. 3e partenaire, l'École du Louvre, donc Master 2 de médiation et plus particulièrement ce qu'on appelle un chantier école, qui est une espèce d'exercice pratique sur 6 mois de l'année et de réalisation d'un projet dans un musée, et un projet notamment là de conception de dispositifs de médiation, et plus particulièrement cette année, et en raison aussi de l'importance que ça a pris avec la pandémie, de médiation numérique. Et enfin, donc ce laboratoire de sociologie qui s'appelle le Centre de recherche sur les liens sociaux, Université de Paris, CNRS, qui donc va réaliser à la fois une enquête sociologique et qualitative et quantitative, et un petit documentaire qui va restituer l'ensemble de l'expérimentation. On est parti, on a commencé le travail il y a déjà 6 mois,
avec des enseignants qui sont volontaires. Aujourd'hui, ils sont plus d'une vingtaine. En gros, on travaille sur 3 axes thématiques. Premièrement, la fabrique d'un musée inédit qui traite d'un sujet brûlant. Deuxième axe, comment la création culturelle et littéraire peut parler du terrorisme dans un musée. Et troisième axe, parce que c'est aussi l'actualité, c'est le procès des attentats du 13 novembre 2015, comment on le filme, comment on le restitue, comment on le transmet. Cette année, donc, le lancement officiel de l'opération a eu lieu le 29 septembre et on est parti pour 6-8 mois de travail. Je ne vous donne pas le détail parce que j'ai déjà pris beaucoup trop de temps. L'équipe du musée mémorial accompagne tout au long les enseignants et les élèves en organisant des ateliers thématiques, en organisant des interventions de spécialistes de certains domaines de questionnement, en préparant des activités extérieures à la classe, que ce soit des sorties dans les musées, que ce soit des concerts ou des spectacles auxquels les classes vont se rendre. Et s'agissant de ce que j'appelais tout à l'heure le musée coopératif et de la gouvernance, on a créé aussi un comité des partenaires de manière à ce que la gouvernance de cette opération soit partagée. Donc, le musée mémorial du terrorisme se veut inclusif et collaboratif pour ces publics jeunes, mais évidemment aussi pour les enseignants, puisque l'idée est quand même de concevoir l'offre pédagogique en coopération avec les enseignants, qu'il s'agisse des expositions, des ressources documentaires, des mallettes pédagogiques, de cycles de conférences ou de projections et de spectacles, mais également au sein même du musée, au sein même de l'exposition permanente notamment, de réfléchir à des parcours de visite et de découvertes inédits pour une approche renouvelée des problématiques d'histoire et de mémoire. Enfin, une plateforme numérique sera mise en place et dédiée au monde scolaire. Voilà, merci de votre attention, merci d'avoir été si longue et désolée de pas avoir réussi à implémenter ma présentation sur les écrans. Elle sera disponible, je vous la transmettrai par Irène interposée, bien évidemment. Merci. Da poterla mettere Grazie mille. Merci beaucoup Jacqueline, c'était très clair, on a pu suivre l'ensemble de ton intervention sans problème, une expérience vraiment spécifique qui va aborder un sujet délicat, sensible, en précisant, comme tu le fais toujours, l'approche, la méthode à la base de cette opération aussi complexe qui tourne autour d'un principe de coopération. Et donc, il ne faut pas uniquement souligner l'approche de co-conception et co-construction de la signification des matériaux. Et Jacqueline a parlé aussi de l'exposition collaborative avec la participation des élèves et des écoles à la création des matériaux, mais aussi implique sur le territoire beaucoup d'autres parties prenantes, des centres de recherche et des institutions qui déjà s'occupent et en charge de culture et éducation. Alors, en remerciant à nouveau Jacqueline pour son intervention, je souhaite maintenant
passer tout de suite la parole à notre copine et collègue Annick Meunier, professeure à l'Université de Montréal. Elle est professeure de muséologie et directrice du groupe de recherche sur l'éducation et les musées, le centre GREM, G-R-E-M, engagé aussi depuis des années dans l'expérience de la pédagogique par le biais des musées, et elle est aussi directrice de culture et public publié par l'Université de Québec, Montréal. Alors, Annick, à toi la parole tout de suite. Je te remercie beaucoup. Tu es connecté, pour toi, il est 10h30 du matin, connecté depuis Montréal. Alors, voilà, tout de suite, à toi la parole. Merci. En fait, je tiens à remercier très chaleureusement la professeure Irène Baldriga. Merci beaucoup pour cette magnifique invitation et saluer la conservatrice du patrimoine honoraire, Jacqueline Edelman, qui vient de prononcer sa communication. Bonjour à tous et à toutes, et je serai enchantée de faire la connaissance des deux personnes que je ne connais pas encore et qui interviendront après moi. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une intervention qui s'intitule « Culture et citoyenneté » dans les musées québécois. Laissez-moi tenter d'abord et avant tout de partager mon écran. Un petit mot pour me rassurer que tout fonctionne bien dans le clavardage, comme ça je pourrai ensuite enclencher donc ma présentation. Est-ce que tout fonctionne adéquatement? Alors, oui, parfait. Allons-y. Alors, c'est un grand plaisir donc d'être parmi vous. Je vous présente un peu le groupe de recherche dont Irène a parlé un peu plus tôt. Alors, il s'agit du GREM, le groupe de recherche sur l'éducation et les musées, qui existe maintenant depuis une quarantaine d'années. Il a été fondé dans les années 80 par Michel Allard, un historien de formation, et je dirige donc ce groupe de recherche depuis 2009. Il s'agit d'une unité de recherche qui fédère des chercheurs, bien sûr, des professionnels des musées et des institutions culturelles, des enseignants et aussi des étudiants, qu'ils soient en muséologie ou en sciences de l'éducation, et qui s'intéressent aux questions relatives au musée et à l'école. Donc, les travaux ont permis de dégager des cadres théoriques et conceptuels pour soutenir les relations qui se tissent en contexte d'éducation muséale. Plus spécifiquement, le GREM met en branle des projets de recherche qui sont concernés par la conception et l'évaluation des programmes éducatifs, mais aussi des politiques éducatives qui, elles, vont venir sous-tendre, structurer, orienter également les différents programmes. Et donc, afin de concevoir des documents et des démarches méthodologiques, le GREM travaille avec des musées d'histoire, d'art et de sciences et vient aussi en appui et accompagne en fait des institutions muséales au Québec et également à l'international. Laissez-moi maintenant vous parler un peu du contexte québécois. Donc, tout récemment, le 22 octobre dernier, une lettre signée par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la France et le ministre de l'Éducation du Québec a affirmé par ces deux instances le souhait de garantir aux jeunes un socle commun de connaissances, de compétences et aussi de principes qui sont fondés sur des valeurs universelles. Les deux ministres français et québécois de l'Éducation, donc, ont bien relevé vouloir préserver ce socle sur lequel... On passe la parole donc aux orateurs qui sont présents ici. On commence avec Carlo Tamanini. Il vient de Rovereto. Il est le coordonnateur éducation et médiation du musée Marthe, musée de l'art moderne et contemporain de Rovereto. Il s'occupe de recherche
la relation entre art et médiation. Il a écrit beaucoup de livres, de publications, et donc il a beaucoup de choses à nous montrer. Il a aussi été responsable de beaucoup de projets dont il va nous parler. Il est également le membre du comité scientifique du Centre Recherche Psychosociale Service à la personne de l'Université des études de Vérone. Il a écrit beaucoup de livres, par exemple, livres et exercices d'art, et même le petit musée, et donc une petite œuvre très récente, et il va donc nous parler aussi de ses publications. Merci Carlo d'être ici, et je vous passe la parole. Alors merci à vous tous, merci et bonjour, merci à toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Je pense que ces meetings, ces réunions sont des occasions précieuses. Il s'agit vraiment de l'un des plaisirs de la vie, donc la possibilité de se rencontrer pour partager nos expériences sur des sujets très importants pour nous et qui touchent au sens du travail au sein des musées et la fonction aussi des musées dans notre société moderne. Notre collègue Henri Zellman a utilisé des mots qui m'ont inspiré. Elle a parlé de musée humanistique, le lieu de débat inclusif, lieu de conversation, de débat, un lieu thérapeutique. Il s'agit de mots clés et je pense que ce mot accompagne les musées, tous les musées contemporains. Il y a quelques ans, chez Le Mart, nous avons organisé une exposition sur Mario Botta, qui a conçu le bâtiment. Et je me souviens, parce qu'à l'occasion, Botta avait demandé qu'une partie de l'exposition soit consacrée aux rencontres, à savoir les personnes et les lieux, les endroits qui avaient marqué sa vie. Et donc, la question était la suivante: comment est-ce que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui? Et encore, quel est le signe qui a laissé mon existence? Et comment est-ce que je suis devenue un citoyen de mon temps? Et donc, il présentait des architectures romaniques, donc de la Suisse, même les œuvres de Le Corbusier, la ville de Venise, l'art de Giotto et d'autres peintres, donc les inspirations qui racontaient chaque fois et qui avaient marqué donc sa vie et sa personnalité. Je pensais à cet événement organisé dans le musée, même en sélectionnant quelques contenus pour cette rencontre aujourd'hui, parce que à l'occasion, Botta disait que nous sommes homo saber, mais donc nous sommes des constructeurs, nous sommes aussi des personnes vouées à la découverte, mais nous avons une existence plus large qui comprend le mystère, la sensibilité et même le jeu et le corps. Donc les expériences esthétiques forgent la sensibilité et nous inspirent dans notre vie et notre façon de vivre dans le monde. Les thèmes qu'Irène a choisis, donc la promotion des valeurs de citoyenneté, je pense que les musées, tous peuvent offrir des occasions extraordinaires, des opportunités pour nous amener dans une sorte de prise de conscience pour travailler ici et maintenant. Et je comprends que pour nous, mais aussi pour les nouvelles générations, il n'y a pas d'auto-régulation, à savoir la capacité de s'arrêter et de penser ce que je veux, et donc de penser à notre vie, ce que je veux devenir. Donc voici les sujets sur lesquels nous avons aussi démarré des rencontres et des réunions. Donc nous avons un programme des rencontres, vous avez les programmes à disposition.
juste en l'entrée. Donc l'idée d'un musée qui s'engage là-dessus, parce que il faut promouvoir cette prise de conscience. Nous avons besoin d'attention, d'exercice, d'inspiration. Et j'aime beaucoup l'idée d'être transparent, à savoir sans notre corps matériel, de façon à ce que des énergies puissent nous traverser sans créer des écrans et des barrières qui parfois empêchent cette prise de conscience par rapport aux choses qui sont autour de nous. Et donc voilà, les musées en tant qu'endroit de régénération pour apporter une contribution donc significative. Et je vais vous donner quelques exemples par la suite. Mon avis, je pense que les musées aujourd'hui sont caractérisés par des éléments de proximité, l'esprit du temps, en fait, qui nous rapproche, nous tous. Peut-être la différence s'inscrit dans la définition des priorités. Donc, quelles sont les priorités du musée lorsqu'on va programmer les projets? Pour le projet, par exemple, chez mon musée, donc le MART, il y a cette idée de la renaissance. Voici la priorité des ateliers, des laboratoires, parce que nous, on est conscient en fait qu'on peut vraiment avoir cette renaissance chaque fois qu'on le souhaite. Et le musée représente l'endroit le meilleur pour le faire. Et donc, vous avez ici un projet cinématographique qui a été présenté il y a 10 ans à l'occasion du Festival de Venise, donc Pepperminta, donc que c'était l'autre représenter donc l'artiste, donc cette prise de conscience par le biais de des couleurs. Et donc le film est intéressant et en fait le début du film est le suivant, on dit j'inspire profondément dans l'incandescence du centre de la Terre, j'expire loin du monde, dans l'univers, j'inspire la fraîcheur, j'expire la chaleur. Il est toujours le bon moment pour renaître. Et donc, il est intéressant d'utiliser cet élément de réflexion. Et donc, l'essence du musée en 2021, donc on parle de fraîcheur, d'énergie, l'idée de respirer, la méditation, mais également la connaissance par les sens. Donc, le fait de respirer. Et donc, il y a tout d'abord la perception, donc lorsque l'air donc entre, ensuite l'expiration, à savoir donc la phase de la narration, et donc donner notre air aux autres. Et la sensibilité, l'éducation esthétique. L'éducation esthétique alimente la sensibilité. Et donc, il y a cette formation de l'esprit. Et donc, voici les valeurs de la citoyenneté dans notre société. Et donc, des esprits qui sont souples, donc, qui, comme Joseph Goldstein le disait, donc, l'idée d'un esprit souple, donc, la possibilité d'aller au-delà disons, de barrières rigides pour accueillir, donc, les autres, donc, et voilà notre idée d'éducation civique. Ici, donc, vous voyez cette boîte verte. Il s'agit le kit de la communauté. Donc, c'est le résultat d'un projet auquel notre musée a participé et même notre réalité du territoire, avec 30 coopératives sociales et même des organismes de recherche. Il s'agit là donc d'un kit
vous le voyez quand je l'ouvre. Nous avons la fiche pour la communauté. Il y a projets, donc une description des projets développés, en particulier dans des zones caractérisées par la pauvreté éducationnelle. Ensuite, un autre projet et la carte des communautés. Et ensuite, vous avez ici des cartes où il y a des mots, donc par exemple attente, il y a aussi des citations, des mots, et on peut jouer pour nouer des relations tridimensionnelles. Donc, si j'ai le mot, mais d'une façon tridimensionnelle, je dois bien expliquer le sens et le pourquoi, donc la raison. Donc, l'idée de cette communauté, donc une communauté qui peut former, éduquer. Donc, il s'agit là d'un tissu de relations solidaire, de collaboration, tout comme Madame Heidelman l'a dit, et ce qui est alimenté par ceux qui travaillent, qui vivent dans le territoire et donc qui prend en charge le futur de la communauté et qui sont tout à fait conscients de la responsabilité de vivre ensemble. Il s'agit là de la responsabilité aussi de notre temps de vivre cet engagement, de participer et de contribuer à la croissance écologique, culturelle, humaine et sociologique de toutes et tous. Et donc, un musée d'art a été donc impliqué dans ce type de projet. Parce que l'art offre beaucoup d'inspiration, de stimulation. Donc, on peut travailler aussi pour des écoles, pour promouvoir le fait de prendre en charge le bien commun, la vie ensemble. Il s'agit là pour nous de la promotion de la valeur de la citoyenneté. Ici, vous avez quelques matériaux de projets menés donc aussi par nous, de projets qui sont en cours. Au centre, nous avons l'éducation à la sensibilité. Il s'agit là de l'un des sujets les plus importants. Et moi, personnellement, je pense à Ludwig Feuerbach, donc un philosophe allemand qui a identifié en tant qu'élément fondamental donc de notre vie la sensibilité. Donc, il ne s'agit pas de faiblesse, mais par contre, il s'agit d'un pouvoir énorme parce qu'une personne sensible est une personne réelle. Et grâce à la sensibilité, donc, on peut faire de la réalité finie quelque chose qui devient infini. Donc, c'est ce que dit le philosophe allemand. Donc, l'idée de travailler avec beaucoup de professionnels sur ce sujet pour promouvoir les valeurs des citoyenneté, même par le biais de laboratoires artistiques, donc reliés aux activités du musée, donc pédagogie holistique, mindfulness, la relation entre la peinture et la poésie, l'art aussi en tant que lieu, qu'endroit, donc où c'est réfugié, donc l'art en tant qu'espace d'accueil. Vous voyez ici de témoignages à la fin d'une activité, donc c'est le retour donc des participants. Par exemple, quelqu'un a dit aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose et je me sens bien, donc beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Ou encore, j'ai découvert qu'en jouant avec l'art, donc ceci peut m'aider à vivre, j'ai joué et donc j'ai perçu la légèreté de l'être. Et donc, laboratoires et musées peuvent vraiment nous aider à être présents, à trouver notre motivation et énergie pour être citoyens de notre temps.
Et donc, il serait intéressant, je pense, de prendre le train, de venir chez nous, chez notre musée. Parce qu'en fait, oui, raconter c'est une chose, mais vivre ces expériences, c'est tout à fait différent. Donc, la rencontre avec l'art nous permet d'entrer dans une situation de paix, de calme, pour accueillir le mystère des choses. Cette idée donc de passivité, mais qui nous active. Donc on est passif, mais à la fois on écoute la réalité que l'on vit. À la fois on est participatif et actif. Et donc je voudrais terminer en disant en fait que nous avons ce projet l'art esthétique, un projet développé chaque année avec le département des sciences cognitives de l'Université des Trente sur des sujets intéressants. Il y a aussi d'autres programmes. Vous avez en fait à l'entrée la liste de nos programmes. Il y aura aussi une rencontre consacrée à Cartol et musée. En fait, un jeune philosophe qui s'est occupé donc de musée, et sera là une opportunité pour réfléchir sur cette idée de musée en tant que lieu pour sentir, pour percevoir, pour sélectionner, pour trier, pour vivre le présent en tant que citoyen du troisième millénaire. Et donc, je suis là à votre disposition si vous avez toute question. Merci. Merci beaucoup, Carlo. Une présentation très intéressante, inspirée, source d'inspiration. J'ai eu le plaisir de rencontrer Carlo la première fois lors d'un projet européen qui nous a permis, c'était donc une rencontre musée en tant qu'espace de formation au musée du Vatican. Et là, c'était la toute première fois où on a travaillé ensemble. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, voilà une sorte de reprise de cette collaboration parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons tellement de choses en commun et on va tout à fait profiter, mes élèves et moi, venir te voir, venir te dire bonjour à Rovereto. Alors, je vais demander aux techniciens si la liaison, la connexion avec la collègue Annick, si on a réglé le problème. Non, pas vraiment. Mais alors, on a maintenant une autre contribution importante. Nous avons Andrea Schiappelli qui est là avec nous. Lui aussi, un copain, un collègue. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Alors, le parcours d'études, de recherche de Andrea Schiappelli est très long, important. Lui aussi, il a fait ses études à l'université La Sapienza, une formation d'archéologue. Et ensuite, après une longue expérience avec des recherches, des études, il est entré dans des autorités culturelles et maintenant il joue un rôle très important au parc archéologique du Colisée avec beaucoup de casquettes, beaucoup de rôles importants, entre autres responsable du service d'éducation et de services publics dans le cadre du musée. Andrea s'occupe de beaucoup de choses importantes. J'ai toujours été impressionné par sa sensibilité pour les sujets moins connus, si vous voulez, moins reconnus par les musées importantes. Donc son regard vers les enfants et aussi vers les personnes âgées avec des difficultés, des troubles. Mais donc, juste pour dire que son travail est vraiment important et donc sa contribution aujourd'hui
est particulièrement précieux pour sa capacité de saisir, de comprendre les besoins au-delà des priorités ordinaires. Donc là aussi, dans ce sens, son intérêt, son engagement dans le domaine de la citoyenneté est particulièrement significatif. Mais avant de donner la parole à Andrea, en fait, Annick est là, elle est connectée. Désolé pour ce changement de parcours. Alors voilà, on est à nouveau avec toi, Annick. Bonjour donc à tous et à toutes. Je reprends, je ne comprends pas tout à fait ce qui s'est passé, mais donc je pense que je vais reprendre depuis le début en remerciant très chaleureusement la professeure Irène Baldriga pour cette magnifique invitation, saluer la conservatrice du patrimoine honoraire, Jacqueline Edelman, les deux personnes qui présentent également avec moi autour de cette table ronde. Est-ce que peut-être que si le technicien me rassure en me disant que tout se passe bien, que vous me voyez, que vous m'entendez, ce serait peut-être une bonne chose. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui une intervention qui s'intitule « Culture et citoyenneté dans les musées » et je vais essayer de partager mon écran. Si ça ne fonctionne pas, je le ferai tout comme Jacqueline l'a fait. De cette manière, les choses fonctionnent assez bien. Peut-être encore une petite, me rassurer simplement, oui pour la présentation. D'accord. Alors, je pense que je vais la laisser comme ça. Oh là là, parce que juste un petit instant. En fait, je dois vous avouer que je viens de faire ma présentation, mais je vais la refaire avec grand plaisir. Alors, on y va, tout fonctionne bien maintenant. Est-ce que je peux donc changer juste un petit moment? Je suis désolée pour ces soucis techniques et j'espère que tout se passera bien donc cette fois. Alors, je vous présente le GREM, le groupe de recherche sur l'éducation et les musées, qui existe maintenant depuis 40 ans, depuis une quarantaine d'années. Il a été fondé en 1981 par Michel Allard, un historien de formation, et je le dirige donc, ce groupe de recherche, depuis 2009. Il s'agit d'une unité de recherche, bien entendu, qui fédère chercheurs, professionnels des musées et des institutions culturelles, des enseignants également, des étudiants en muséologie et aussi des étudiants en formation initiale des maîtres qui s'intéressent aux questions relatives au musée et à l'école. Les travaux ont permis de dégager des cadres théoriques et conceptuels pour soutenir les relations qui se tissent en contexte d'éducation muséale. Plus spécifiquement, le GREM met en branle des projets de recherche qui sont concernés par la conception et l'évaluation de programmes éducatifs et de politiques éducatives. Afin de concevoir des documents et des démarches méthodologiques, le GREM travaille avec des musées d'histoire, d'art et de sciences et vient en appui à plusieurs institutions muséales au Québec et à l'international. Alors, laissez-moi maintenant vous parler du contexte québécois. Le 22 octobre dernier, une lettre signée par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la France et le ministre de l'Éducation du Québec a affirmé par ces deux instances le souhait de garantir aux jeunes un socle de connaissances, de compétences et de principes fondés sur des valeurs universelles. Les deux ministres français et québécois de l'Éducation ont relevé vouloir préserver ce socle sur lequel sont érigées nos sociétés démocratiques. Nous assistons actuellement à une recrudescence des dérives liées à la culture de l'annulation, ce que l'on appelle dans le monde anglo-saxon « cancel culture ». C'est une idéologie et des méthodes directement importées de certains campus universitaires américains et qui sont à milieu des valeurs de respect et de tolérance sur lesquelles se fondent nos démocraties. Le bannissement de personnalités, de spectacles et de conférences, le harcèlement sur les médias sociaux, la censure, l'assujettissement de la science à l'idéologie, l'effacement de l'histoire jusqu'à l'autodafé de livres constituent autant d'assauts portés contre la liberté d'expression et le sens civique qui nous ramènent au temps les plus obscurantistes de nos sociétés occidentales et qui remettent aussi en cause la liberté d'expression, l'égalité et la laïcité. Comme l'ont rappelé récemment plusieurs médias à travers le monde, des livres jeunesse, notamment des Tintins, des Lucky Luke, Astérix aussi, ont été brûlés puis enterrés, en Ontario en particulier au Canada. Au cours d'une cérémonie de purification de la flamme, et je mets cérémonie de purification de la flamme entre guillemets,
parce qu'il véhiculait une image jugée négative et erronée des peuples autochtones. On parle ici de plus de 5000 livres, voilà, 5000 livres. Que le moment soit venu de repenser ce que l'on enseigne sur l'histoire autochtone est tout à fait normal et sain. D'ailleurs, en 2012, la Commission Vérité et Réconciliation du Canada a été mise sur pied pour en appeler à l'action et tenter de contrer les préjudices subis par les peuples autochtones au sein des pensionnats. Mais que l'on brûle des livres, en fait, semble extrêmement troublant, surtout face au relent historique que ce geste implique. Imaginons un instant que tous les groupes sociaux se mettent à réclamer qu'on coupe ce qui ne fait pas leur affaire. Une grande quantité de livres serait ainsi rapidement éliminée. Par ses excès et ses outrances, cette mouvance constitue un terreau fertile pour tous les extrêmes qui menacent la cohésion de nos sociétés. Le refus de mettre en question ses croyances et ses certitudes, d'être confronté ou même seulement exposé à des points de vue opposés, témoigne d'un recul inquiétant de l'esprit démocratique. Et d'où provient ce malaise grandissant face au débat et au dialogue, qui sont pourtant au cœur de nos délibérations citoyennes et donc de notre démocratie? De quoi résulte cette perte de repères qui abandonne nos concitoyens dans un état souvent de vulnérabilité devant des courants radicaux issus d'un militantisme délétère et déconnecté de nos réalités? Ce phénomène frappe autant la France que le Québec et bien sûr d'autres pays dans le monde, et je ne crois pas que l'Italie en fasse exception. Devant ce constat, le ministre de l'Éducation du Québec affirme qu'il est plus que jamais nécessaire de réfléchir au rôle de l'éducation en démocratie. Dans la foulée, et pour ce faire, un nouveau cours de culture et citoyenneté a été proposé par le ministre et sera effectif dès l'année 2023. Ce cours s'appuie sur une volonté de préparer la jeunesse à l'exercice d'une citoyenneté active, respectueuse et éclairée. Une citoyenneté qui laisse place au débat, aux opinions d'autrui, à la confrontation des idées, à la remise en question de toutes nos croyances. L'objectif est de garantir aux jeunes un socle commun de connaissances, de compétences et de principes qui sont fondés sur des valeurs universelles. L'idée, in fine, est de préserver ce socle sur lequel sont érigées nos sociétés démocratiques. C'est en quelque sorte pourquoi les deux ministres, par la rédaction commune de cette lettre, en plus d'annoncer un cours portant sur la culture et la citoyenneté qui prendra place au Québec, affirme que l'école constitue un rempart primordial contre l'ignorance et l'obscurantisme et doit être le lieu privilégié de la construction d'un projet civique commun, partagé. L'école n'est pas le seul lieu où l'apprentissage de l'exercice de la démocratie et l'éducation à la citoyenneté sont susceptibles d'être mis en œuvre. Les musées sont aussi des institutions culturelles et sociales pouvant instituer des formes de citoyenneté et appuyer le projet éducatif de l'école. Mais une question se pose au-delà de ces bonnes intentions proclamées, soit de savoir comment affirmer la mission éducative et citoyenne des musées. Il nous semble que cette question trouve réponse dans 3 axes d'analyse. Tout d'abord, l'agrément des institutions muséales. Ensuite, la politique éducative qui présente les intentions des actions à l'endroit des publics et des citoyens. Et enfin, dans l'actualisation de cette politique au sein des différentes catégories de musées. Alors, laissez-moi tout d'abord vous parler de l'agrément des institutions muséales québécoises. C'est en fait un label, si l'on veut, qui est délivré par le ministère de la Culture et des Communications au nom du gouvernement du Québec. Il garantit à la population l'accès à un établissement d'intérêt public et de qualité. Et ce saut de qualité s'inscrit dans le respect de normes reconnues internationalement en matière de pratiques muséologiques et de planification, de protection et de mise en valeur du patrimoine. Les critères pour obtenir l'agrément du ministère et être reconnu au titre d'une institution muséale agréée nécessitent de se conformer aux exigences en matière de gouvernance, de gestion des ressources financières, humaines et physiques, de services aux différents publics, de gestion et de conservation des collections, de diffusion et d'éducation. Et c'est sur ce dernier critère que j'aimerais appuyer mon propos. Ainsi, pour présenter une demande d'agrément auprès du ministère de la Culture et des Communications, les institutions muséales québécoises doivent fournir une politique éducative qui rend compte des orientations et des approches privilégiées dans l'offre éducative et culturelle proposée à leur public. Au fil du temps et de ses collaborations avec différents acteurs du monde scolaire et culturel, le GREM, que je vous ai présenté rapidement,
au tout début de cette présentation, donc, a co-créé et développé pour les institutions muséales qui désirent se doter d'une politique éducative un document dont les composantes répondent aux exigences du programme d'agrément des institutions muséales délivré par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le recours au terme énoncé de mission ou politique éducative est à peu près le même selon les institutions et donc renvoie et permet de définir les orientations à adopter avec les publics de l'institution muséale. C'est donc l'occasion de réfléchir à la manière dont le musée conçoit l'action culturelle et l'action éducative. Mais quel est donc le rôle et la fonction de la politique éducative? Alors, une politique éducative détermine une structure et un cadre où des actions, des tâches et des programmes spécifiques sont identifiés. Elle permet de légitimer le service qui en a la charge, de mettre en place les lignes directrices et aussi d'affirmer la structure administrative de l'institution. Ainsi, ce document est particulièrement utile lorsque ce service de l'institution doit démontrer à des partenaires, par exemple, le professionnalisme de son personnel et affirmer les orientations éducatives fondées sur des bases et des assertions rigoureuses, notamment lors de projets de rénovation, de renouvellement d'exposition, d'un soutien aux activités muséales ou encore de la conception de nouvelles activités pédagogiques ou à des fins de financement, comme des demandes de subventions provenant de fonds publics, privés ou de commanditaires. Souvent, donc, ces demandes de financement vont exiger des institutions muséales qu'elles présentent une telle politique. De plus, on conseille généralement de faire cheminer le document au sein des différents services de l'institution, ce qui permet que l'ensemble des acteurs en soient informés. Et enfin, le fait de faire adopter ce document, par exemple, par le conseil d'administration du musée, va aussi accorder une crédibilité à l'interne à cette démarche. Alors, telle qu'elle est pensée, la structure du document méthodologique de la politique éducative muséale permet de penser du général au particulier l'ensemble des orientations et des actions d'éducation au sein de l'institution. Donc, comme on le voit sur le schéma, particulièrement à la droite, la mission est d'abord énoncée. Ensuite, la place de la fonction éducative au sein de la mission institutionnelle est décrite. Les finalités vers lesquelles tend la fonction éducative sont aussi abordées. Puis la section suivante précise les orientations que le musée va mettre en avant afin d'atteindre ses finalités. La section suivante définit la position que le musée tient à occuper face à l'école et les publics scolaires, selon donc ses finalités. Et on décrit ensuite les approches qui seront préconisées pour atteindre des finalités, appuyer le rôle de l'institution envers l'école et justifier le choix des orientations éducatives. La dernière section de la politique va permettre de développer les objectifs éducatifs envers les visiteurs. Et ces objectifs seront définis selon, bien entendu, les approches conceptuelles qui ont été développées. Laissez-moi maintenant vous proposer 3 exemples de politique éducative, donc au sein de 3 institutions assez différentes. Donc, le Musée d'art de Joliette, le Musée McCord d'histoire canadienne et le Centre des sciences de Montréal. Donc, au sein de ces différentes institutions, la politique éducative est conçue selon une démarche d'analyse réflexive qui permet aux professionnels de l'institution de concevoir et offrir des programmes éducatifs qui correspondent au public ciblé et aux ressources dont elle dispose. Elle assure également la pérennité de ces actions, et ce, malgré le mouvement fréquent des personnels. J'aimerais maintenant vous présenter donc ces 3 exemples un peu plus en détail. Donc, si l'on va vers le Musée d'art de Joliette, qui a pour mission d'acquérir, de conserver, de mettre en valeur et de diffuser des œuvres anciennes et contemporaines d'artistes québécois, canadiens et étrangers au moyen d'expositions et d'activités culturelles et éducatives. Donc, c'est donc à partir de cette mission que le musée, donc c'est la mission intrinsèque. Dans le fond, l'éducation est vraiment au centre des volontés et du projet muséal, je dirais plus général. Et donc, c'est à partir de la mission même du musée que la vision éducative s'affirme. Il s'agit ensuite de déterminer quelles sont les ressources et les potentialités qui sont disponibles, en fait, dans le musée. S'ensuit, donc, par exemple, les limites qui sont liées aux collections actuelles et à leur accès. Ensuite, la vision stratégique à exploiter au sein du musée au regard de l'éducation. Dans ce cas, le Musée d'art de Joliette, on voit clairement qu'un service de l'éducation est bien installé au sein du musée et que ce dernier va développer une offre conséquente à l'attention des différentes catégories de visiteurs. L'accessibilité,
La démocratie culturelle sont des valeurs et des axes autour desquels l'éducation va prendre place. Prochain exemple, maintenant, le Centre des sciences de Montréal. Alors, quant à lui, le Centre des sciences de Montréal a développé sa politique éducative pour permettre de préciser les objectifs et les approches conceptuelles de l'institution au regard de la philosophie plus large que les professionnels de l'éducation souhaitaient affirmer. Le GREM a accompagné le Centre des sciences de Montréal pour qu'il puisse justement affirmer au sein même de son institution, en fait, ses valeurs éducatives. Donc, les professionnels avaient le souhait d'affirmer ces orientations et l'importance accordée à l'éducation et aux approches originales mises de l'avant. Ainsi, l'éducation non formelle, les apprentissages toute vie et le tinkering sont des approches conceptuelles qui sont privilégiées par le Centre des sciences. L'offre éducative du Centre des sciences décline dans sa politique par souci d'uniformisation de l'offre à l'endroit des scolaires, les éléments qui structurent ces programmes. Alors, on le voit sous la rubrique du numéro 1, la structure du programme en 4 étapes. Les programmes vont toujours comporter une mise en situation, des notions, un défi, un retour en commun ou des présentations. Donc, c'est réellement dans cette optique que la politique a été affirmée. Mon dernier exemple maintenant, le Musée McCord d'histoire canadienne a donné le titre suivant à son énoncé de mission éducative: la médiation participative et citoyenne. Comme d'autres musées à Montréal, je pense notamment à l'Écomusée du Tiers-Monde, qui se dénomme Musée d'histoire et Musée citoyen. Le McCord a mis de l'avant la notion de citoyenneté au cœur de sa mission. Il mentionne utiliser des objets, des histoires et le partage d'expériences pour amener les Montréalais de toutes catégories à mieux comprendre leur ville et le monde qui les entoure. En somme, il se définit comme un musée participatif. Et 5 grands thèmes animent son action citoyenne: l'ouverture d'esprit, l'ouverture à soi, l'ouverture aux autres, l'ouverture à sa ville et enfin l'ouverture au monde. Il relève également des aptitudes pour une plus grande ouverture au 21e siècle, parmi lesquelles l'engagement, l'appartenance et la bienveillance. Enfin, le McCord, par sa politique éducative, décrit la médiation participative comme un principe d'action et il va affirmer 3 approches de médiation qui vont avoir recours, dans le fond, à 3 différentes façons d'appréhender la relation, notamment avec le visiteur: raconter, explorer et réinventer. Alors, au terme de ce survol et de ces quelques exemples, on relève clairement que les musées sont des institutions toutes désignées pour soutenir et accompagner la mission culturelle et citoyenne de l'école, et les quelques exemples soulevés nous permettent de n'en point douter. Le travail à poursuivre consistera à déterminer quels sont les points d'ancrage du nouveau programme Culture et citoyenneté qui est tout récemment proposé par le ministère de l'Éducation du Québec, donc pour affirmer ce rôle. Je vous remercie de votre attention et suis ravie que cette fois, la présentation ait pu fonctionner. En tout cas, je le souhaite. Piacere. Grazie mille. Grazie a Nick, benissimo, molto chiaro, importante questo approfondimento che ci accompagna tra le politiche educative e le pratiche museali in rapporto costante con il mondo della scuola, ma guardando sempre a quello che poi è l'impatto che si riesce a produrre sulla società. Questo sappiamo è un processo che anche nel nostro paese è in corso e sul quale stiamo molto lavorando, cercando proprio di accompagnare il lavoro degli insegnanti, tra l'altro attraverso l'introduzione dell'educazione civica come insegnamento obbligatorio, che da pochissimo tempo è stato appunto reintrodotto nella programmazione proprio come dimensione interdisciplinare, ma con tante difficoltà di materiali, di risorse, di organizzazione del tempo scuola e così via. Su questo il nostro lavoro è quello proprio di fornire agli insegnanti spazi utili di elaborazione e di sperimentazione anche delle pratiche educative. Quindi su questo io sono profondamente convinta che il museo può fare moltissimo e quindi mi fa piacere che dalle esperienze
sia francesi che canadesi, si possano effettivamente trarre tanti esempi utili e importanti. Ma torno al nostro Andrea Schiappelli, che ho introdotto, presentato, quindi non ti rubo altro tempo, neanche un minuto, e gli do la parola e lo ringrazio ancora tantissimo per essere qui con noi. Io ringrazio subito Irene per questa bellissima presentazione e colgo l'occasione anche per ringraziare il collega Paolo Castellani del Parco, che è stato da tramite tra noi due, insomma, ci ha messo in contatto, tra l'altro prezioso, non a caso, perché è l'unico storico dell'arte del Parco del Colosseo, quindi se molte sono le pitture, lo storico dell'arte è rimasto uno solo, quindi particolarmente va tutelato, come cioè, spesso ci scherziamo su questo aspetto. Allora, cerco di trovare la concentrazione, perché quando mi si mette davanti un kit così... Alors, j'espère être, disons, concentrée parce que j'aime beaucoup toutes les choses qu'on a là-dessus ici. On a les boîtes, je connais les mondes de musées du 30, donc dans le nord de l'Italie, beaucoup de choses intéressantes. Et moi aussi, je voudrais bien imiter, copier donc des choses qui existent déjà là. Il s'agit vraiment d'un modèle pour nous. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à Rovereto, 30, Bolzane, donc je vous encourage à le faire parce qu'il y a là une culture de musée et de communication qui vraiment est, disons, à l'avant-garde. Et ceci dit, alors moi j'ai une attention particulière à l'archéologie publique et quand je commençais à travailler au sein du parc archéologique, alors le parc en tant qu'organisme a été établi en 2017 et il s'agit là d'un organisme, disons, indépendant et donc qui travaille de façon plus rapide maintenant. Nous sommes un parc donc très fréquenté. On voudrait bien évidemment augmenter les nombres de visiteurs, mais comment est-ce qu'on peut être présent sur le territoire? Parce que en considérant les nombres de visiteurs, en fait, on attirait beaucoup de touristes, mais pas beaucoup de citoyens de notre ville de Rome, parce que bon, finalement les citoyens ne viennent pas donc visiter notre parc. Mais à la fois donc on a cherché à considérer les groupes des personnes fragiles, par exemple, qui ne sont pas venus chez nous parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité, par exemple, et par conséquent, nous avons donc créé, disons, un programme spécifique. Alors ici, vous voyez la zone. Donc nous avons 40 hectares. Il y a aussi, disons, des zones qui sont partagées avec donc l'autorité capitoline. Ici, vous avez un petit résumé, un aperçu donc des initiatives en général. Tout d'abord, on a pensé à comment augmenter les sentiments, disons, d'appartenir à la communauté, l'appartenance à la communauté. Même pour les migrants, donc ceux qui ne viennent pas chez nous pour aussi des problèmes économiques, des soucis économiques, et qui n'ont pas l'habitude de visiter ces lieux. Donc l'idée c'était vraiment de nous rapprocher donc ce public. On a aussi contacté les associations qui œuvrent sur le territoire, parce que s'il n'y a pas disons, l'assistance des associations locales, on perd du temps, et en suffisant, donc avec la participation des associations locales, on peut vraiment donner de la valeur ajoutée au travail de ces organisations et ces associations. Et l'idée, c'était vraiment de comprendre les exigences
Nous avons utilisé des protocoles d'entente avec les associations pour garantir, par exemple, l'entrée gratuite aux jeunes qui ont plus de 18 ans, qui n'ont pas, disons, le droit d'accès gratuit au niveau gouvernement central. Donc, on pouvait faire de laboratoire et on pouvait garantir, disons, ceci à titre gratuit. Et donc, ceci est possible grâce à la collaboration avec les associations et les organismes locaux. Et vraiment, on cherche à attirer les gens. On souhaite donc attirer notamment nos citoyens. Et en particulier, donc, les personnes fragiles, donc, sont les personnes vulnérables, donc, sont les personnes qui ne viennent pas visiter le parc. Donc, il s'agit là, disons, des personnes avec des besoins particuliers. Mais en fait, ces gens nous disent que très souvent, en fait, ils cherchent, disons, les endroits qui sont accessibles aux personnes donc avec des problèmes et donc on parle de personnes fragiles, mais en fait ils cherchent très souvent donc disons les services pour les personnes handicapées parce qu'en fait parfois elles n'arrivent pas à trouver donc les choses qui sont là pour eux. Nous avons activé pour les personnes vulnérables un cycle d'activité. Donc ici vous avez l'aperçu général, je vais vous montrer quelques diapos sur ce projet. Il y avait aussi un autre défi, à savoir attirer les citoyens de Rome et surtout les tranches d'âge qui ne sont pas intéressées à ce type d'expérience, ou même les gens qui, en fait, ne fréquentent pas ce lieu pour des raisons sociales ou économiques. Et donc, l'idée, c'était d'aller au-delà du parc pour aller au-delà de cette zone de visibilité pour s'ouvrir et accueillir, pour créer ce sentiment d'appartenance, donc pour garantir l'accueil aux jeunes et en particulier aux personnes, par exemple, fragiles et vulnérables. Donc, rencontrer les gens est aussi important. Tout comme l'architecte Bozza le disait, parce que nous sommes ce que nous sommes grâce aux rencontres que nous avons vécues dans notre vie. Et donc, les rencontres dans notre vie, en fait, forgent notre personnalité. Et pendant ce temps de confinement, alors, on s'est rendu compte que, en fait, le fait de rencontrer des gens sur place est très important. Donc le numérique, ça va, la formule hybride, ça va, mais notamment pour ce qui est de ce sentiment d'appartenance à des sens civiques, l'accueil, donc tout ceci peut être vraiment transféré, transmis lors des rencontres, donc en présence. Ensuite, il y a des gens qui sont intéressés, donc, et nous avons créé donc une carte pour ceux qui le souhaitent pour participer à des événements particuliers, et même la municipalité, et donc l'administration l'a fait. Il y a donc beaucoup d'offres, par exemple pour les familles, et il y a beaucoup d'activités aussi qui sont organisées.
il y a aussi un autre problème, à savoir, pendant les heures de travail, nous sommes là aussi pour mener des projets importants, aussi profitables, mais à la fois, nous sommes occupés aussi dans des activités, disons, plus spécifiques, mais qui s'avèrent nécessaires. Et donc, il n'y a pas assez, disons, de ressources. Et on cherche à tout faire, donc, malgré cette pénurie de ressources. Donc, voici en synthèse le projet du parc en dehors du parc. Et donc, la chose la plus importante, c'est de consolider et renforcer les liens avec le territoire pour encourager les gens à venir et visiter le parc. Ici, vous avez d'autres initiatives qui sont organisées et qui représentent une occasion per far tornare anche con ingressi gratuiti, in questo caso delle conferenze del giovedì pomeriggio in Curia, per far tornare le persone a vivere il parco in modo, come dire, abitudinario. Le parc, donc pour encourager le sentiment d'appartenance, on fait des activités aussi pour les familles, pour les enfants, où on organise aussi, disons, des parcours thématiques alternatifs pour, disons, attirer les gens, pour rencontrer les gens pendant des visites spécifiques. Ici, vous avez quelque chose de très récent, donc vous avez des offres, des possibilités pour encourager les gens à venir et aussi à, disons, revenir après la première visite. Il y a aussi le public le plus jeune. En fait, l'essence civique doit vraiment partir, doit démarrer chez les écoles, les citoyens du demain et les visitateurs du demain. Et donc, il faut s'adresser aux jeunes, même si parfois ils ont une attitude négative. En fait, ils ne sont pas très intéressés à cette visite, mais il est fondamental de continuer à encourager les jeunes à trouver des solutions, d'attirer les jeunes, de stimuler les jeunes avec, disons, une attention particulière aux intérêts des jeunes. Donc, on travaille avec les écoles en particulier. Et nous avons cette, disons, page concernant le service éducation, pédagogique, formation. Et notamment, nous avons développé donc tout un programme numérique qui a été développé lors du confinement. Et il s'agit là de contenu en fait que nous produisons. Donc nous avons un artiste parmi nous et on organise aussi des projets alternatifs. Par exemple, il y a là un projet axé sur la musique et donc on a des musiciens assez connus qui viennent chez nous. Donc il y a un petit concert et en fait, par exemple, il y a des musiciens assez connus ici. Et vous avez par exemple les Maneskin qui sont très connus à présent. Et donc, on cherche vraiment à organiser des événements alternatifs. Ici, nous avons un projet pour les gens, les personnes avec des exigences particulières. Nous avons un projet sur le Parkinson, par exemple, donc en collaboration avec une association qui s'occupe de Parkinson. Et par exemple, nous avons organisé des laboratoires de yoga, de théâtre, une fois par mois, avec des résultats très intéressants. Nous avons même organisé la journée nationale de Parkinson chez nous.
Et on va donc continuer cette tradition. On cherche à impliquer notamment les personnes avec des disabilités auditives, visuelles, donc les associations qui travaillent avec ces personnes, ou encore pour développer les sens civiques des gens. On travaille par exemple avec les jeunes et par exemple on travaille avec des jeunes qui en fait avaient entamé un parcours dans la criminalité. Donc il y a cette ouverture envers les jeunes, les gens qui ont des problèmes. Et en fait, il y a des jeunes qui nous ont demandé s'ils pouvaient avoir accès gratuit au Colisée. Et il s'agit là d'associations, donc d'associations qui n'ont pas de financement par la région, mais qui donc sont là pour aider les jeunes. Et donc j'ai invité les jeunes et en fait ils étaient surpris donc de pouvoir faire quelque chose avec nous. Et donc ça fait 2 ans qu'on organise des parcours au sein du parc pour ces jeunes. Donc voilà l'idée d'être accueillis au sein du parc. Et donc il y a là des avantages, des bénéfices pour les jeunes. Il y a ce sens d'accueil, d'être accepté, tout comme les autres, donc comme les jeunes qui n'ont pas de problème ou d'histoire de criminalité. On travaille aussi avec les disabilités. On cherche à créer donc des matériaux spécifiques donc pour les personnes ayant ces disabilités. Ici vous avez quelques photos, donc la journée Parkinson. Ici vous avez les jeunes donc qui faisaient partie de l'association dont je vais en parler. Donc on a ouvert le parc pour eux. Pour créer des conditions spéciales afin qu'ils puissent bien apprécier donc l'attention qu'on prête donc à eux. Ici vous avez le titre d'autres conférences, mais les mots clés donc sont la rencontre et les sens d'appartenance. Merci. Tanto impegno che, come dire, accompagnato anche dalla commozione, no? Di chi le cose le pensa e poi le fa realmente. Allora, vi ringrazio moltissimo, abbiamo 10 minuti, ci restano, e ne vorrei rubare 2 per un paio di mie sottolineature di sintesi e poi vorrei chiedere se è ancora collegata a Jacqueline Heidelman di chiudere in realtà questo incontro, quindi chiedo intanto alla regia se da Parigi Jacqueline è riuscita ad ascoltare e può chiudere quindi con un suo saluto. E, diciamo la chiusura e le sottolineature che vorrei fare riportando appunto tutte queste esperienze al tema che abbiamo scelto, a questa cornice per me fondamentale del rapporto tra società e cultura e quindi dell'impegno che il museo può assumere rispetto alla non solo all'educazione, ma vorrei dire all'accompagnamento dei cittadini. Le 2 parole chiave che vorrei scegliere sono quella della responsabilità e quella della fiducia. In tutte le esperienze che abbiamo ascoltato, quelle della Francia, del Canada, dell'Italia, nelle appunto le declinazioni molto diverse tra loro, no? Di un museo di arte contemporanea come il Marte, invece di un'area archeologica con tutte le sue complessità, come può essere appunto il Parco del Colosseo, c'è un tratto assolutamente comune, che è quello di istituzioni pubbliche che si rivolgono alla società e che offrono dei servizi. In questo il tema della responsabilità sociale che queste istituzioni
assumono, esercitano, prendono in carico è fondamentale. Ed è in questo fare, in questo offrire, in questo proporre che queste istituzioni educano la cittadinanza, perché incarnano l'istituzione pubblica e il principio del servizio pubblico, che il museo, come la scuola, come l'università, come qualsiasi altra istituzione pubblica, deve garantire al suo meglio. Questo è il miglior servizio che il museo in quanto istituzione pubblica può offrire, perché dà, tra virgolette, l'esempio. Un luogo accogliente, un luogo capace di stringere la mano, un luogo capace di creare condizioni di benessere, un luogo terapeutico, cooperativo e partecipativo, laddove partecipazione non è falsa democrazia, partecipazione non è un cedere la competenza o il proprio ruolo, partecipazione è soprattutto ascolto, è accoglienza, è un abbraccio verso chi ha bisogno o chi semplicemente desidera appunto maturare un'esperienza di qualità, un'esperienza arricchente. E l'altra parola è fiducia, perché questo saper essere efficaci, saper essere utili, saper essere accoglienti significa ricucire il rapporto con la cittadinanza e quindi onorare il principio del servizio pubblico, che deve essere, a mio avviso, la fondamentale questione del lavoro del museo, che è uno spazio specialissimo di educazione, specialissimo di accompagnamento, perché appunto è un luogo dove, ce lo diciamo sempre anche con i miei studenti, l'educazione si esercita nel modo più difficile e al contempo affascinante, perché da un lato c'è una spontaneità, dall'altro c'è una mancanza di formalità, dall'altro ancora c'è l'eccezionalità di questi incontri che, come dice giustamente Andrea Schiappelli, dovrebbero portare invece alla consuetudine, al voler esserci, al sapere che l'incontro con l'arte e con il patrimonio non è qualcosa di eccezionale, ma è qualcosa che può diventare nostra abitudine di benessere, di voler essere appunto presenti e di voler esercitare il nostro ruolo appunto di cittadinanza. Questa idea dell'appartenenza ai luoghi è fondamentale. Però a me sembra che proprio tutte le esperienze che abbiamo oggi ascoltato, a partire da quella del memoriale di cui ci ha parlato Jacqueline Adelman, che è una sfida enorme e difficilissima, sia chiaro, perché lei ci parla con semplicità, perché è il suo modo gentile di raccontare esperienze complesse e difficili, ma ci racconta di un'impresa molto, molto complessa, se pensiamo alla nostra storia recentissima, ancora di più quella della Francia, ma che vuole essere appunto un andare incontro ai cittadini e costruire dei percorsi di riflessione, di consapevolezza che portino alla pace. Quindi torno anche a quelle parole iniziali, quindi che tornano appunto, che ci educano e ci accompagnano verso l'incontro, la consapevolezza, la conoscenza della diversità, l'apprezzamento della diversità, per poter essere quindi una società migliore. Quindi credo responsabilità e fiducia, due parole che possono essere di ispirazione per un lavoro educativo di vera qualità, di vera utilità. Noi abbiamo sentito oggi ascoltato esperienze che nella loro eccezionalità possono divenire invece quotidiane e ordinarie, soprattutto se ispirate da questa idea, diciamo, della co-costruzione da cui Jacqueline è partita questa sera. Quindi io vorrei, se è possibile, mi dicono di sì, restituire la parola a Jacqueline Adelman, ringraziandola ancora una volta, ringraziando tutti i nostri relatori e chiedere proprio a lei di chiudere questo. Je souhaite te donner à nouveau la parole pour, voilà. Parole, mais en vérité, tout le monde pourrait reprendre la parole parce qu'en fait, tous les quatre, on a dit la même chose, pratiquement.
et ce qui me surprend beaucoup, c'est que quelle que soit finalement la catégorie de musée ou d'établissement culturel, que l'on parle d'art, que l'on parle d'histoire, qu'on parle d'anthropologie ou que l'on parle de science, finalement, on est vraiment en train de fonctionner avec le même agenda. Et je pense que ce que ça nous dit aussi, c'est que la culture, finalement, c'est tout ça à la fois, c'est cette définition anthropologique de la culture que j'évoquais peut-être tout à l'heure rapidement, et qui nous donne l'envie de musée, qui mélange les choses, qui parle de tout, qui développe des points de vue peut-être particuliers, mais en tout cas avec une même philosophie d'action qui est d'être de véritables maisons de la culture. Ces maisons de la culture, c'est aussi pour aller dans le même sens de ce que disait Irène, des services culturels de proximité, c'est-à-dire que c'est pas simplement, c'est plus du tout même des forteresses repliées sur elles-mêmes, mais au contraire, c'est des établissements complètement ouverts sur la vie de la cité et qui doivent pouvoir s'ouvrir, accueillir des associations, des activités, des moments de partage et de création et de débat. Et donc je pense que ça aussi, on était tous les quatre, plus Irène, sur la même ligne, et du coup, sans remettre de l'huile sur le feu, ça veut dire aussi qu'est-ce que va être la nouvelle définition des musées par l'ICOM, et comment finalement le débat qui s'est tenu il y a quelques mois autour d'une définition finalement qui mettait en avant tout un tas de valeurs qu'on a défendues ce soir, comment ce nouveau chemin qu'on essaie de tracer les uns et les autres pour les musées sera pris dans cette nouvelle définition, cette future définition de l'ICOM. Voilà, mais moi je veux pas conclure du tout, je veux que vous me répondiez, et qu'on continue à discuter. Mais bon. Voilà, c'est une excellente conclusion. Voilà, c'est la fin de cette rencontre pour démarrer des rencontres et continuer dans notre activité quotidienne. Alors voilà, un très très grand merci à tous les participants. Je vais conclure cette session, 3 journées de travail très intéressantes, et j'espère que ce réseau que nous avons noué ces 3 derniers jours puisse nous mener vers des expériences de recherche, d'approfondissement, d'études pour concevoir des musées responsables et utiles, comme on a essayé de le raconter et de le dire ce soir. Merci beaucoup.